Nous avons le très grand plaisir d'accueillir pour débuter cette matinée Cyril Lemieux, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et par ailleurs directeur d'un laboratoire à l'école qui s'appelle le LIER-FIT, LIER Fonds Yann Thomas. Cyril Lemieux va présenter une intervention intitulée « Comment se modifient les mœurs d'une société ?» Ehrenberg, lecteur de Durkheim. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc mon propos dans cette communication, ça va être de tenter de mieux cerner l'approche du changement social qu'Alain Ehrenberg a développé dans ses travaux. Et donc en d'autres termes, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi, selon cet auteur, les mœurs d'une société en viennent à se modifier, par quel mécanisme cette modification, quand elle a lieu, s'opère. Alors pour ce faire, je vais m'attacher plus particulièrement à deux de ses ouvrages, publiés à 20 ans d'intervalle, Le culte de la performance, qui date de 1991, et La société du malaise, qui est paru en 2010. En outre, comme le suggère le sous-titre que j'ai donné à cette intervention, donc à savoir Ehrenberg, lecteur de Durkheim, je chercherai à mettre en lumière certains aspects de l'approche du changement social mise en œuvre par Ehrenberg, qui l'inscrivent, à mon sens, dans la tradition durkheimienne. Au demeurant, il va apparaître peut-être dans mon propos qu'il est clair que le sous-titre de l'intervention aurait pu être tout aussi bien Durkheim, lecteur de Ehrenberg. En effet, il ne s'agira pas seulement de faire apparaître la filiation durkheimienne dans la démarche de Ehrenberg, mais tout autant, et peut-être davantage, de m'appuyer sur la pensée de Durkheim pour envisager ce que nous disent les travaux d'Alain Ehrenberg. Alors, toujours en guise de préalable à mon propos, je voulais ajouter que si je mets ici particulièrement en avant la référence durkheimienne, il me semble qu'il existe au moins deux autres traditions sociologiques qui pourraient revendiquer une place aussi éminente, disons presque aussi éminente, dans l'inspiration d'Alain. La première de ces traditions, eh bien, c'est celle qui a ouvert la pensée d'Alexis de Tocqueville. À cet auteur, Ehrenberg emprunte l'objet d'étude central de son œuvre, la société égalitaire et les difficultés qui lui sont propres. Comme Tocqueville, il se donne pour tâche de déchiffrer la sensibilité propre à ce type particulier de société et de montrer ce qui fait la spécificité et la cohérence de sa mentalité. En outre, comme lui, il cherche à analyser la manière dont de telles sociétés affrontent des contradictions que ne manquent pas d'engendrer les idéaux d'égalité et d'autonomie qu'elles professent. Et puis enfin, comme lui, c'est en passant par l'outil de la comparaison entre différentes sociétés égalitaires, singulièrement par la comparaison entre les États-Unis et la France, qui est mis en œuvre le projet d'approfondir la compréhension de la condition moderne. Alors, à côté de cette source d'inspiration tocquevillienne, il me semble nécessaire de mentionner une seconde tradition dont j'ignore si elle fut véritablement mobilisée dans les réflexions initiales d'Alain Ehrenberg, mais qu'il a assurément rencontré chemin faisant. Et je veux parler de celle qui découle de l'œuvre de Norbert Elias. Au moins deux raisons, à mon avis, rendaient inévitable la rencontre. D'abord, il y a cette volonté propre à Elias de dissiper la magie contenue dans notre langage quotidien, comme lorsque nous en venons à concevoir spontanément l'individu et la société comme s'il s'agissait de deux choses différentes et à les opposer. Or, cette opposition, nous dit Elias, ne peut exister que sur le plan du langage. Elle ne possède, en dehors de ce plan, aucune réalité. Reste que nous prenons facilement les mots pour la réalité, et c'est le principe même de la magie. De là, des croyances illusoires, d'interminables faux problèmes, et par conséquent aussi la fonction qu'Elias assigne aux sociologues, et qui est celle, dit-il, de se mettre en chasse des mythes propres aux sociétés contemporaines. Or, Alain Ehrenberg, dès l'ouvrage sur le culte de la performance, semble s'être attribué cette même fonction de chasseur de mythes. Dès cet ouvrage, en effet, il rapporte le pouvoir critique de la sociologie à la question de nos mythologies contemporaines et de ce qu'elles nous entraînent à penser et à faire. L'attitude critique qu'il vise, j'y reviendrai en détail, est ainsi moins celle qui consisterait à dénoncer telle ou telle réalité que celle qui vise à montrer les limites de notre façon spontanée de percevoir et de comprendre ces réalités. Il serait tentant de qualifier cette posture de réflexive, mais dans la mesure où son ambition est de nous guérir de notre manque de clairvoyance à l'égard du réel, on pourrait aussi l'appeler, me semble-t-il, thérapeutique. Or, à n'en pas douter, une telle ambition réflexive et thérapeutique était celle d'Elias. Chez ce dernier, elle trouvait ses origines dans l'attitude de son maître, Karl Mannheim,
et à travers ce dernier dans les cercles intellectuels austro-hongrois du début du XXe siècle, ces mêmes cercles qui avaient compté en leur sein des auteurs comme Musil, Wittgenstein et Freud, des auteurs dont je note qu'Alain Ehrenberg s'est montré très tôt un lecteur attentif et dont l'état d'esprit l'a inspiré. Seconde raison pour laquelle la rencontre avec Elias était, me semble-t-il, inévitable, concerne les analyses de ce sociologue relativement au psychisme des individus modernes. Elias rejoint la préoccupation tocquevillienne pour la société égalitaire, qu'il désigne pour sa part comme étant la société des individus, en montrant l'importance qui revient dans ce type de société à l'obligation morale du gouvernement de soi, qu'il décrit pour sa part comme étant l'obligation de l'autocontrainte, se muant à un stade plus avancé du processus de civilisation à une obligation à l'informalisation et à la décontraction. Il y a plus, cette obligation au gouvernement de soi devient chez Elias l'objet d'une réflexion sur le type particulier de contraintes psychiques que les individus modernes s'infligent mutuellement, ainsi qu'à eux-mêmes, et partant sur le type de souffrance psychique qui en découle chez eux, comme également sur le type d'interprétation qu'ils donnent de ces souffrances. On rejoint ici le cœur des réflexions d'Alain Ehrenberg sur ce que ce dernier pointait déjà dans les ultimes pages du culte de la performance, lorsqu'il évoquait le statut que la dépression nerveuse a acquis dans nos sociétés, et qu'il n'a cessé depuis lors d'étudier d'ouvrage en ouvrage, jusqu'à désigner notre actualité comme étant celle d'une société du malaise, c'est-à-dire d'une société dans laquelle la souffrance psychique de masse est devenue la clé d'interprétation privilégiée des rapports sociaux. Mais ce n'est donc ni à partir de Tocqueville, ni à partir d'Elias que je me propose de relire Ehrenberg, c'est à partir de Durkheim. Si en tant que tel, cet auteur n'est pas le plus présent dans les deux ouvrages qui servent ici à mon propos, il l'est néanmoins fortement si l'on considère les références qui, dans ces livres, sont faites plus généralement à la tradition durkheimienne, notamment lorsque sont mobilisés les travaux de Marcel Mauss, et plus encore ceux de Louis Dumont, ainsi que les analyses d'un auteur qui s'est fait le passeur en philosophie de cette tradition sociologique, Vincent Descombes. Je résumerai à 3 idées clés l'appui que Ehrenberg trouve dans le durkheimisme. En premier lieu, et c'est fondamental évidemment, il reprend à cette tradition son parti pris holiste. Il s'agit d'affirmer la dimension transcendante de la société, c'est-à-dire la présence, dans chacun de nos jugements, dans chacune de nos actions, du tout social auquel nous appartenons. C'est là ce qui donne au projet d'Ehrenberg, tout comme on l'observe chez Durkheim, une touche, on pourrait dire, presque métaphysique. Je veux dire que ce qui est en jeu dans ces analyses, ce n'est jamais seulement la compréhension de la société et de ses évolutions, c'est aussi toujours, à travers cette compréhension, la compréhension de nous-mêmes, en tant que nous sommes embarqués à titre personnel dans cette société et partie prenante de ses évolutions, et cela y compris et d'une certaine manière surtout lorsque nous croyons ne dépendre que de nous-mêmes et ne penser que par nous-mêmes. Ce qui est en jeu dans ces analyses, dit autrement, c'est la prise de conscience de notre condition d'être dont l'existence individuelle n'a aucune réalité dissociable d'un certain type de société et ne peut de ce fait lui être opposée. Le connais-toi toi-même socratique prend ici la tournure d'un « comprends la condition socio-historique de tes pensées et de tes actions ». De ce postulat holiste découle une seconde idée force, à savoir, et là je cite une phrase tirée du culte de la performance, que la valorisation de la subjectivité n'est pas subjective. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'individualisme, auquel en tant que moderne nous sommes attachés, n'a pas sa source dans l'individu empirique que nous sommes, mais dans la société à laquelle nous appartenons. En d'autres termes encore, cet individualisme, loin d'être notre idée personnelle, est une norme sociale, que partant, il faut la reconnaître comme étant, dans nos sociétés, l'idée la plus impersonnelle qui soit. Ehrenberg, à la fin de La Société du malaise, cite Durkheim à ce propos. Une similitude verbale a pu faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels partant égoïstes. En réalité, la religion de l'individu est d'institution sociale. On retrouve ici, sous la plume de Durkheim, la distinction tocquevillienne entre individualisme et égoïsme. On retrouve également une attention aux pièges que nous tend le langage, ici sous l'espèce de la similitude verbale, qui n'est pas sans rappeler celle dont fait preuve Elias et la tradition dont il hérite. En l'occurrence, cette attention aux pièges tendus par les mots
nous invite à opérer la distinction que Louis Dumont exprimera en distinguant individualisme normatif et individualisme, disons, ontologique. L'individualisme normatif, eh bien, c'est cet ensemble de normes de jugement et d'action qui dispose les modernes à penser autrui, à se penser soi-même comme un individu indépendant et autonome, et à se comporter adéquatement à cette pensée. Or, cet individualisme normatif ne saurait être confondu avec un individualisme ontologique, c'est-à-dire avec l'idée qu'avec la modernité, le tout social se serait effondré ou qu'il se serait révélé comme illusoire, laissant dès lors place à une simple agrégation d'individus mus par leurs perspectives propres. Comme Durkheim, comme Dumont, s'inscrivant sur ce point dans les pas de Durkheim, Ehrenberg considère que l'individualisme normatif, propre à l'idéologie moderne, ne doit pas être confondu donc avec l'existence effective des individus empiriques qui, en toute société, est nécessairement sociale. Ainsi, l'holisme ontologique se révèle-t-il être la vérité des sociétés individualistes, comme il l'est de toute société humaine. De là, enfin, un troisième parti pris durkheimien, la vie sociale, y compris dans les sociétés individualistes et capitalistes, n'est pas réductible à des intérêts et à des stratégies. C'est pourquoi il importe au plus haut point de rendre compte de l'existence d'idéaux au sein des rapports sociaux. Ainsi, par exemple, comme l'a écrit Mary Douglas, exprimant bien ici le point de vue durkheimien, je la cite, « Il serait inexact de prétendre que le marché dépend entièrement de motivations individuelles intéressées, tant il est vrai qu'il faut tenir compte de l'adhésion normative à la loi du marché elle-même. Il existe ainsi un idéal de l'égalité par la concurrence qui est ce qui rend possible aux individus de développer des motivations individuelles intéressées et qui leur en fait même l'obligation morale. C'est ce qui conduit Ehrenberg, dans les dernières pages du culte de la performance, à contester énergiquement l'idée, avancée par certains, selon laquelle la société contemporaine serait devenue un vaste hypermarché. Aucune société, rappelle-t-il, ne peut être purement et simplement un marché, car toute société fonctionne aussi et d'abord avec des idéaux et ce qui va de pair, des normes, des contraintes, des modèles de conduite, des processus de socialisation. Notons que tant que la sociologie ne se hisse pas au niveau d'analyse qui lui permet de saisir les idéaux d'une société, elle prend le risque d'être absorbée elle-même dans l'idéologie moderne et de n'être dès lors que la simple reproduction de cette idéologie. C'est ce que Ehrenberg appelle la sociologie individualiste, qu'il oppose à la sociologie de l'individualisme, qu'il entend pratiquer. Seule cette dernière se tient véritablement au niveau des exigences de la sociologie, car seule elle se donne les moyens d'objectiver les idéaux des sociétés modernes en se comprenant dès lors non pas comme extérieure à ces idéaux, ce qui serait sociologiquement naïf, mais comme étant en capacité du moins d'établir avec ces idéaux un rapport d'extériorité, c'est-à-dire de les dénaturaliser. Ajoutons que ce travail d'objectivation et de dénaturation des idéaux individualistes ne signifie pas une démarche intellectualiste, comme si ces idéaux n'avaient d'existence que sur le plan des discours théoriques, produits par la philosophie morale et politique. Tout au contraire, il s'agit d'étudier de tels idéaux dans l'action, c'est-à-dire tels qu'ils se donnent à voir dans l'immédiateté des pratiques sociales et des sensibilités. En cela, c'est d'un individualisme normatif concret dont il s'agit de rendre compte, c'est-à-dire d'orientation normative telle qu'elle s'observe dans les actions et les jugements du quotidien. Holisme ontologique, individualisme normatif, idéalité concrète, ces trois idées durkheimiennes me semblent conférer aux travaux d'Alain Ehrenberg un tranchant critique, tant par rapport à la sociologie dominante que par rapport aux débats intellectuels contemporains. S'agissant d'abord de la sociologie dominante, je viens à l'instant de l'évoquer dans la mesure où ce que Ehrenberg appelle sociologie individualiste est, à bien regarder, un nom qui conviendrait, certes à des degrés divers, à l'écrasante majorité de la production contemporaine dans cette discipline. Il n'y a d'ailleurs rien de très étonnant à cela, dans la mesure où l'on voit mal comment l'évolution des mœurs, qui nous est décrite tant dans le culte de la performance que dans la société du malaise, aurait pu laisser intacte la pratique sociologique elle-même. Et de fait, ces 50 dernières années, l'intensification de l'idéologie individualiste a exercé sur la pensée des sociologues une force d'attraction à laquelle ils n'ont pas toujours su résister.
Ainsi, le schème des motivations individuelles intéressées, fussent-elles réputées inconscientes, est devenu parmi eux un langage d'analyse centrale, et faute de se préoccuper de savoir quelle idéalité collective l'avait rendu possible, il a été naturalisé. De même, la question de la subjectivité et de l'agentivité des acteurs sociaux n'a cessé de gagner en importance, ce qui n'est certes pas un mal en soi, mais qui ne revêt un sens véritablement sociologique que si cette subjectivité et cette agentivité ne sont pas pensées par opposition avec les contraintes exercées par le collectif ou la société. Enfin, comme l'a bien décrit l'auteur de la Société du malaise, la question de la souffrance psychique a été de plus en plus interprétée en rapport avec l'organisation sociale, ce qui ici encore est loin d'être un mal, à condition néanmoins d'avoir compris en quoi cette interprétation sociale des pathologies psychiques individuelles est d'abord une tendance qui porte la société elle-même. Ces évolutions se traduisent par une sociologie qui s'expose plus facilement à réduire l'agir et le jugement au seul motif de l'intérêt et de la stratégie, à opposer l'agentivité des individus aux institutions, ou encore à faire de la société la cause des troubles psychiques individuels, autant de positions qui affaiblissent de fait l'écart entre la sociologie et l'idéologie individualiste qu'elle serait supposée objectiver. Alors, entendons-nous bien, ce qui fait problème avec la sociologie individualiste, ce n'est pas qu'elle développe des préoccupations pour l'individu et l'individuel. Tout au contraire, serait-on tenté de dire, c'est là son principal intérêt. Ce qui fait problème est plutôt que ces préoccupations pour l'individuel ne sont pas comprises d'un point de vue suffisamment holiste. Ce qui fait problème, autrement dit, c'est que pour s'emparer de ces préoccupations pour la subjectivité, qui sont croissantes au sein de nos sociétés, les sociologues empruntent à l'individualisme normatif contemporain ses propres schèmes de pensée, ses propres catégories, en les considérant comme sociologiques au seul motif qu'ils leur permettent d'interpréter certains aspects de l'existence sociale. Il en résulte que l'holisme ontologique, en tant que fondement de la démarche sociologique, cesse d'être compris. À mon sens, c'est ce qu'Alain Ehrenberg souligne parfaitement dans les passages du culte de la performance qu'il consacre aux interprétations les plus courantes du néo-communautarisme. Pour la sociologie individualiste, la montée en puissance au sein de nos sociétés de formes d'identification néo-communautaire ne saurait s'interpréter autrement que comme une régression vers l'idéologie holiste à laquelle céderaient certains groupes. La société individualiste et égalitaire est ainsi vue comme rechutant vers une mentalité hiérarchique dont elle croyait pourtant s'être émancipée. On est face à la fameuse décivilisation dont il est question ces derniers jours en France. Tout autre est l'analyse que nous propose Ehrenberg. Le néocommunautarisme n'est pas, selon lui, une expression attardée ou régressive de l'idéologie holiste. C'est tout au contraire une expression, parmi d'autres, du triomphe de l'individualisme normatif. Plus exactement, c'est la forme que prend ce triomphe parmi certains individus qui se trouvent démunis des moyens d'accéder à la concurrence entrepreneuriale. Il en va ainsi dans les formes les plus dures de singularisation de soi, qui sont à l'œuvre parmi les hooligans, mais aussi dans les bandes des banlieues, des cités ou des ghettos qui, je cite Ehrenberg, s'instituent comme des contre-systèmes de réussite, prenant pour modèle la tribu ou l'ethnie. Il en va aussi, mais d'une autre manière encore, dans le lepénisme. Or, si la sociologie individualiste, de son côté, ne parvient pas à comprendre que l'ensemble de ces formes néo-communautaires expriment des aspirations individualistes, bien plutôt qu'un retour à la mentalité holiste, n'est-ce pas qu'elle échoue à comprendre la société comme un tout, et qu'elle en exclut d'emblée certaines composantes qui, d'après elle, ne parviendraient pas à adhérer à l'idéologie individualiste? N'est-ce pas en somme que cette sociologie se montre incapable de saisir les individualités jugées déviantes autrement que d'un point de vue individuel, et non pas, comme il sied à la sociologie, d'un point de vue holiste? Alors, en nous proposant de passer d'une sociologie individualiste à une sociologie de l'individualisme, Ehrenberg nous rappelle en somme aux exigences fondamentales de la sociologie. Il nous indique aussi en quoi l'ambition sociologique est à la fois d'autant plus difficile à satisfaire
est néanmoins d'autant plus nécessaire dans une société où l'adhésion aux idéaux individualistes ne cesse de progresser. Pour aller plus loin sur ce point, j'aimerais suggérer maintenant l'utilité d'un déplacement de la notion d'idéologie. Pour l'instant, j'ai utilisé le mot dans l'acception qu'en retient Louis Dumont, à sa suite Alain Ehrenberg. L'idéologie, ce sont les idéaux, les valeurs propres à une société et qui font l'unité et la cohérence de la mentalité qu'on y observe. C'est ainsi qu'on peut parler de l'idéologie individualiste comme du propre des sociétés modernes. Mais si nous nous tournons vers le père de la sociologie de la connaissance, le post-marxiste Karl Mannheim, c'est une autre définition de l'idéologie qui nous apparaît. L'idéologie, cette fois, c'est la vision du tout social que défendent les différentes composantes du tout social depuis le point de vue particulier qui est le leur. Cette approche, si elle n'est pas contradictoire avec la précédente, permet néanmoins d'insister sur la pluralité au sein des sociétés modernes des versions de l'idéologie individualiste et de leur conflictualité. Ainsi, en suivant Mannheim, on peut distinguer entre des versions libérales, réactionnaires ou encore socialistes de l'idéologie individualiste. L'intérêt majeur que j'y vois est de ne pas confondre individualisme normatif et libéralisme. En montrant qu'à côté de la version libérale de l'individualisme, les sociétés modernes font place à au moins deux autres versions, à savoir une version socialiste de l'individualisme et même, ce qui peut paraître plus contre-intuitif, une version réactionnaire de l'individualisme. Adopter cette grille d'analyse mannheimienne me semble utile pour comprendre ce qui fait le tranchant critique des travaux d'Ehrenberg, non plus à l'égard de la sociologie individualiste, mais à l'égard des débats intellectuels contemporains. Dans ces débats, en effet, les progrès de l'individualisme normatif et de l'idéal égalitariste au sein de la société sont fréquemment accueillis de deux manières antinomiques, mais en réalité solidaires entre elles. Le premier accueil est celui que leur réserve la pensée réactionnaire ou néo-réactionnaire. Comme on le voit par exemple dans les prises de position actuelles contre le wokisme, cet accueil consiste à déplorer la progression des idéaux individualistes et égalitaires, en y voyant un danger pour la cohésion de la société et une atteinte portée à l'autorité des institutions. Dans cette perspective, l'évolution des mœurs, que nous décrivent tant le culte de la performance que la société du malaise, tend à être regardée sous l'angle de la disparition et du déclin. L'interprétation se soutient dès lors par la certitude, je cite ici Alain Ehrenberg, que la vraie société c'était avant. Ehrenberg poursuit, les souffrances seraient causées par cette disparition de la vraie société. Celle où il y avait de vrais emplois, de vraies familles, une vraie école, une vraie politique, celle où l'on était dominé mais protégé, névrosé mais structuré. Un second accueil, à la tonalité diamétralement opposée, est celui que réserve à la progression des idéaux individualistes et égalitaires la pensée libérale ou néolibérale. Cette fois, il s'agit de célébrer un mouvement de libération, à savoir que la subjectivité et l'agentivité des individus se trouvent enfin libérées des interdits qui les contraignaient, et enfin libérés de ce fait des conflits névrotiques que ces interdits engendraient. Je cite encore Alain Ehrenberg exposant cet autre point de vue. Certes, l'institution ne joue plus son rôle traditionnel, mais c'est une bonne chose, car elle enferme les individus en les empêchant de devenir eux-mêmes. De plus, elle serait inutile, car les individus ont des dispositions intérieures, un moi, un soi, un je, qui leur permettent de se construire comme sujet ou acteur et d'établir des relations intersubjectives avec les autres. Parce qu'il s'est élevé au plan d'une sociologie de l'individualisme, le travail d'Ehrenberg est en mesure de renvoyer dos à dos ces deux accueils face au progrès de l'individualisme normatif. La position réactionnaire n'est pas satisfaisante, non parce qu'elle aurait tort de s'inquiéter des pathologies socio-psychiques qu'engendre l'évolution des mœurs, mais parce qu'elle ne parvient pas à penser ces pathologies et leurs causes, parce qu'elle ne parvient à les penser que dans les termes de la sociologie individualiste, c'est-à-dire en méconnaissant que les normes individualistes sont encore des normes socialement produites, de sorte que la société individualiste est encore une société, et que par conséquent, parler de disparition des institutions ou de désocialisation des individus n'a sociologiquement aucun fondement. La position libérale n'est pas davantage satisfaisante, non parce qu'elle aurait tort de célébrer dans l'évolution des mœurs un progrès des droits subjectifs et de l'idéal égalitariste, mais parce qu'elle n'est capable de penser ce progrès et ses causes
que dans les termes de la sociologie individualiste, c'est-à-dire en faisant comme si les individus étaient eux-mêmes la source de leur émancipation et la garantie morale des idéaux individualistes qu'ils adorent, ce qui revient à méconnaître l'existence de la société en tant que tout social et en tant que source de l'idéalité collective. Ainsi importe-t-il de considérer que c'est pour des raisons qui tiennent à la sociologie elle-même, du moins telle que celle-ci se comprend dans la tradition durkheimienne, que les positions réactionnaires et libérales peuvent être ici désignées comme des interprétations insatisfaisantes données à l'évolution des mœurs. En ce sens, l'objection qu'Ehrenberg leur adresse ne se veut pas directement politique ou idéologique. Reste que si l'on admet, c'est mon cas, que la sociologie entretient des affinités électives avec une certaine position idéologique, à savoir le socialisme, les objections qu'elle adresse tout à la fois à la pensée réactionnaire et au libéralisme ne peuvent jamais être sans lien avec celles que l'idéologie socialiste est en mesure de leur adresser. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Jusqu'à présent, j'ai défendu l'idée qu'en assumant pleinement une posture holiste d'inspiration durkheimienne, Alain Ehrenberg s'est donné les moyens de substituer à une sociologie qui n'a pas de scrupule à faire écho à l'idéologie individualiste, une sociologie qui fait de l'idéologie individualiste son objet. Alors le temps est maintenant venu de s'interroger sur le fait de savoir si la démarche ainsi initiée va jusqu'au bout de la perspective durkheimienne dont elle s'inspire, ou si elle s'en détache à un moment donné, et dans ce cas, en quelle direction. Le temps est venu de savoir, autrement dit, si le projet d'Ehrenberg se distingue, chemin faisant, de celui des durkheimiens. Pour le déterminer, je vais, comme je l'ai annoncé, revenir maintenant sur la question du changement social. Celle-ci, cette question, dans l'œuvre d'Ehrenberg, est omniprésente, à tel point qu'il ne serait pas exagéré de dire qu'elle constitue la constante de son rapport à la société. Ce n'est jamais de manière statique, en effet, que cet auteur envisage l'ordre social. C'est toujours en y voyant une réalité en train de se transformer, en train d'évoluer. Notons que ce dynamisme est conforme lui aussi à la vision durkheimienne, qu'on a parfois décrite à tort comme fixiste, alors qu'elle est au contraire tout entière mobilisée contre la croyance en l'immobilisme social. Dans cette veine, Ehrenberg affectionne les descriptions mettant en lumière des transformations ou ce qu'il appelle aussi des déplacements. Ainsi, par exemple, on lit dans Le culte de la performance que la société française, au cours du dernier quart du XXe siècle, est passée des supporters aux hooligans, de l'ouvrier exécutant à l'ouvrier entrepreneur, de la gestion bureaucratique à la gestion entrepreneuriale, du compromis institutionnel à la politique de l'adhésion, ou encore de l'opium du peuple à la société dopée. Il n'est pas jusqu'à l'évolution sociale elle-même, dont l'auteur ne nous suggère que son interprétation et son statut ont évolué, étant passé de ce qu'il nomme le régime du progrès à ce qu'il nomme le régime du changement. Donc si la transformation sociale est ainsi au cœur de la démonstration, reste à savoir quel rapport analytique est entretenu avec elle. Eh bien, il apparaît que dans les deux livres que j'ai ici examinés, ce rapport est d'abord descriptif et compréhensif. Je veux dire que d'une part, le changement social nous est décrit dans toutes ses implications, avec une très grande finesse, une attention portée aux détails des attitudes et des sensibilités, et que d'autre part, plutôt que d'être immédiatement critiqué, ce changement est l'objet d'un effort de compréhension des logiques qui le conduisent. C'est ce qui permet de nous montrer le type de ressorts moraux et d'attentes qui le justifient aux yeux des acteurs. Mais ce rapport n'est pas à proprement parler explicatif. Il s'agit en effet, nous dit l'auteur du culte de la performance, de décrire l'entrepreneurialisation de sa vie, comment l'entrepreneurialisation de sa vie s'est imposée comme la nouvelle norme sociale dominante, mais il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi elle s'est imposée. Et de même, dans la société du malaise, il s'agit de, je cite, de décrire comment les idéaux individualistes ont gagné le statut qui est désormais le leur, mais il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi ces idéaux ont gagné un tel statut. Alors que pourrait être cette explication ? Si on l'envisage depuis l'intérieur de la démarche d'Alain Ehrenberg, il me semble qu'il y a deux options qui doivent être absolument écartées. La première, c'est ce qu'on peut appeler le diffusionnisme, si l'on entend par ce terme l'approche selon laquelle les principes moraux, les idéaux se diffusent d'eux-mêmes en raison de leur force intrinsèque ou de leur vérité. Cette position, à vrai dire, est si peu sociologique qu'elle ne mériterait peut-être pas qu'on l'évoque ici, si elle ne s'observait massivement dans le débat public, parfois même
sous la plume de certains sociologues. Elle trahit alors une vision abstraite des individus sociaux. L'adhésion de ces derniers à de nouveaux idéaux étant réputés ne dépendent que d'un rapport personnel qu'ils entretiendraient avec ces derniers. Dans ce cas, leur socialisation dans une société déterminée d'une part, la réaction collective de cette société à ces idéaux nouveaux d'autre part, n'interviennent plus. C'est là, en somme, ce qu'on peut appeler le comble de la sociologie individualiste. Il serait peut-être plus juste d'ailleurs de dire que ce n'est tout simplement plus de la sociologie. En tout cas, il est clair que la position défendue par Alain Ehrenberg s'oppose au diffusionnisme ainsi entendu. C'est d'ailleurs tout le sens de la comparaison entre États-Unis et France qui est entreprise dans la Société du malaise. C'est tout le sens de cette comparaison que de souligner que les idées, les catégories forgées dans l'un ou l'autre de ces pays ne se diffusent jamais telles quelles dans l'autre, mais sont systématiquement l'objet d'une traduction qui signifie réappropriation, au prix parfois d'un rejet ou d'une inversion de leurs valeurs, traduction à travers laquelle se signale à chaque fois l'existence concrète d'une société. Seconde option, pouvant elle aussi prétendre à l'explication de l'émergence et du succès des nouveaux idéaux, est celle qui y voit des constructions imposées par des pouvoirs. Cette option est aujourd'hui extrêmement populaire en sciences sociales, où elle a absorbé, peut-on dire, la majeure partie de ce qu'il est convenu d'appeler le socio-constructivisme. Si Ehrenberg y adhérait, il aurait été amené à écrire, dans le culte de la performance, que l'entrepreneurialisation de sa vie a été imposée aux individus par les entreprises capitalistes, avec la complicité des élites politico-administratives et des médias dominants. Ou encore, il aurait été conduit à écrire dans La Société du malaise que l'aspiration à plus d'autonomie individuelle a été imposée aux individus par le néolibéralisme et ses turiféraires. Or, je ne crois pas que ce soit ce qu'Alain Ehrenberg écrit. Dans Le culte de la performance, il ne dit pas, par exemple, que le club Méditerranée a imposé à ses clients une certaine forme d'autonomie individuelle. Il dit plutôt que le club a su saisir l'attente croissante chez les membres des classes moyennes, à voir son autonomie individuelle reconnue et prise en charge sur le mode de la décontraction. De même, dans La Société du malaise, Ehrenberg ne dit pas que le recours au vocabulaire de la souffrance psychique pour interpréter les problèmes sociaux a été imposé aux travailleurs et aux citoyens par le pouvoir psychiatrique ou par quelques biopouvoirs. Il dit plutôt que ce vocabulaire a de plus en plus correspondu aux attentes, aux aspirations des travailleurs et des citoyens, et que certains professionnels de la santé psychique et des problèmes sociaux ont su en jouer pour proposer leurs services. Donc je crois pouvoir dire qu'Ehrenberg, se situant en cela en marge d'une grande partie des sciences sociales actuelles, se refuse à expliquer l'émergence et le succès des idéaux par le fait qu'il s'agirait de constructions imposées aux individus par des pouvoirs dont ils dépendent. La raison de ce refus est d'ailleurs simple. Ce genre d'explication relève à nouveau typiquement de cette sociologie qu'Ehrenberg nomme individualiste. Avec ce type d'explication, en effet, on est incapable de reconnaître la société comme étant la source de l'idéalité collective. On est obligé de faire de certains pouvoirs, c'est-à-dire de certains individus au sein de la société, le lieu de production de cette idéalité qu'ils entreprendraient ensuite d'imposer au reste de la société. L'explication proposée à cet égard n'est pas loin de flirter avec le complotisme. Mais surtout, elle dote les individus au pouvoir de pouvoirs qu'ils n'ont pas, en surestimant grandement leur capacité à imposer aux membres de la société des idéaux dont ces derniers ne voudraient pas. Et ce qui revient au même, en sous-estimant considérablement la capacité des membres de la société à produire eux-mêmes un point de vue normatif autonome. Donc ni le diffusionnisme, ni la théorie de l'imposition ne semblent compatibles avec la démarche mise en œuvre par Ehrenberg. Est-on condamné pour autant, à l'intérieur de cette démarche, à renoncer purement et simplement à la tâche explicative? Il me semble que cette tentation du renoncement à expliquer est effectivement présente dans les deux ouvrages ici examinés. Ceci se lit notamment dans le fait que l'auteur définit à plusieurs reprises sa démarche comme étant au moins aussi anthropologique que sociologique, ce qui paraît signifier qu'elle se donne pour but de décrire et de comprendre, disons, la culture d'une société, la nôtre, mais non pas nécessairement d'établir les causes socio-historiques qui ont conduit à cette société. Alors, où est le problème, demandera-t-on? Et en effet, ce n'est pas un problème en soi. C'en est un seulement, me semble-t-il, au regard de ce dont est capable la sociologie, notamment, et je terminerai tout à l'heure sur ce point, dans son rapport à la critique. Pensons une fois encore à Durkheim, mais
Mais tout aussi bien à Elias, chez ces deux auteurs, le projet de la sociologie n'est pas dissociable de celui d'élaborer une théorie sociologique de l'histoire, c'est-à-dire d'élaborer une théorie sociologique permettant de rendre explicable et prévisible le passage des sociétés à idéologie holiste à des sociétés à idéologie individualiste. Bon, je vais sauter puisque le temps presse. Alors, je vais aller tout de suite vers la conclusion. Que changerait l'adoption donc, de ce genre de théorie, théorie sociologique de l'histoire, qui est celle donc, de l'accroissement de la division du travail chez Durkheim, ou bien de l'intensification des chaînes d'interdépendance chez Elias? Qu'est-ce que là, cela peut changer à notre lecture des travaux d'Ehrenberg? Et je vais m'en tenir à la position durkheimienne à nouveau. Donc, parler d'accroissement de la division du travail. Là, j'avais un passage pour expliquer, mais vous le savez aussi, que la question de la division du travail n'est pas du tout absente des ouvrages d'Alain Ehrenberg, notamment dans le culte de la performance, qui s'appuie sur une vision différenciée de la société, que traduit notamment un emploi répété et assumé des notions de classe populaire et de classe moyenne. Je passe sur ce point. Alors, il est vrai que en même temps, l'ouvrage insiste sur le fait que l'ensemble des membres de la société, indépendamment de leur appartenance de classe, tendent à se reconnaître dans l'idéal égalitaire. Donc tous partagent à cet égard l'admirable aphorisme prononcé par Arnold Schwarzenegger et reproduit page 170, selon lequel, je cite, « Je suis quelqu'un d'unique, comme tout le monde ». Cet aphorisme, dans lequel se résume magnifiquement en fait l'idéal en jeu, vaut tout autant pour l'ouvrier que pour le cadre, pour la maîtresse d'école que pour l'avocate d'affaires. Car il s'adresse donc à ce que Ehrenberg appelle l'individu quelconque. Mais, comme je l'ai dit, Ehrenberg ne confond jamais individualisme normatif et individualisme ontologique. Et donc il ne tombe pas dans le piège de l'homogénéisation supposée de la société ou de la disparition en son sein de toute différenciation sociale. Et ainsi, de ce que l'idéal de l'héroïsme et de la singularité individuelle s'adresse à l'individu quelconque, il n'en déduit pas que la société serait devenue une simple agrégation de héros singuliers, constituant la source autonome de leur propre jugement, de leurs propres actions. Il a plutôt parfaitement conscience que la société de l'héroïsme individuel demeure un tout différencié, donc un tout constitué de groupes professionnels et sociaux, organiquement solidaires entre eux, et au sein desquels les individus que nous sommes sont socialisés. Et donc, c'est pour ça, dans le culte de la performance, qu'il s'agit de comprendre le rapport différentiel que les classes populaires d'une part, les classes moyennes d'autre part, entretiennent au même idéal, l'idéal de singularisation de soi. Donc, le motif de la division du travail n'est pas absent de l'analyse, mais ce qui l'est davantage, me semble-t-il, c'est la question de l'accroissement de la division du travail. La société est reconnue comme différenciée, mais elle n'est pas envisagée pour autant à partir du mouvement de sa différenciation croissante, ni a fortiori à partir des effets que ce mouvement de différenciation peut avoir sur les manières d'agir et de penser. Or, c'est là la clé explicative que l'on chercherait d'un point de vue durkheimien. Plus s'accroît la division du travail au sein de la société et entre les sociétés, à travers elles, plus augmente la solidarité organique, plus les individus en viennent à se détacher de la morale traditionnelle, à ne plus pouvoir se reconnaître donc dans l'idéologie holiste. Plus dans le même temps, ils aspirent à se reconnaître et à reconnaître autrui, et à reconnaître à autrui des droits subjectifs et à honorer le culte de l'individu. Donc si on cherche à expliquer que de nouveaux paliers en matière d'individualisme normatif ont été franchis au sein de nos sociétés depuis ces dernières décennies, il conviendrait, d'après cette démarche, de s'intéresser en premier lieu aux transformations morphologiques qu'ont connues ces sociétés. Cela concerne d'abord la différenciation socio-professionnelle de la société comprise comme un tout, c'est-à-dire la spécialisation croissante des fonctions, l'augmentation des interdépendances entre les groupes professionnels. Ceci concerne aussi, à des échelles plus réduites, la différenciation professionnelle qui intervient dans le secteur d'activité, voire dans le milieu professionnel, voire dans l'organisme, que l'on étudie plus spécifiquement, si tel est le cas. C'est cet accroissement de la différenciation qui permet en effet d'expliquer que l'adhésion croissante de la société ou d'un secteur d'activité aux idéaux individualistes n'est pas quelque chose qui serait imposé unilatéralement aux individus par des pouvoirs, mais qu'elle correspond plutôt à des aspirations immanentes à la division du travail et à son accroissement.
Et en outre, c'est cet accroissement de la différenciation qui permet de rendre prévisible que s'il survient dans une société ou dans un secteur d'activité, alors il y a de fortes chances que s'accroisse aussi dans cette société l'adhésion aux idéaux individualistes. Donc là aussi, je saute. Donc pour dire, et je termine, tant pis. Bon, je vais dire quand même, j'avais un long développement sur le rapport d'Alain Ehrenberg et la critique, à partir notamment de la question des mythes et de la mythologie, puisque la mythologie, par exemple, concurrentielle, évoquée dans le culte de la performance, le mythe de l'effondrement du lien social, évoqué dans la société du malaise. Or, le mythe tel qu'il l'envisage à la suite de Lévi-Strauss ne se définit pas tant comme une idée fausse que comme la résolution d'une contradiction qui demeurerait autrement insurmontable. Donc, le mythe a un fondement, non certes dans ce qu'il désigne comme étant la réalité, mais du moins dans l'ordre social dont il contribue ainsi au maintien. Et c'est cela qui conduit Alain à refuser de le dénoncer en tant que tel. Le mythe a un aspect, disons, incriticable. Les mythes sont des phénomènes normaux, n'ont rien en soi de pathologique. Ils existent dans nos sociétés, ils ont pour cela des raisons d'être. Mais peut-être, et là je saute des pas du raisonnement, mais peut-être que parce qu'il ressent, je crois comme chacun d'entre nous, que cette attitude à l'égard des mythes condamne le chercheur au relativisme et au conservatisme, Alain Ehrenberg l'amende finalement en affirmant, à la fin de la société du malaise, que si l'on considère les mythes en question d'un point de vue, je dirais, épistémique, c'est-à-dire en tant qu'ils prétendent produire des connaissances, alors ils méritent d'être critiqués. Je cite, « En revanche, en tant que sociologie ou philosophie, je les ai discutés. » Il s'agit de la jérémiade américaine au sujet du désordre de la personnalité et de la déclinologie au sujet du déclin de l'institution. Je les ai discutés parce que leur individualisme les amène à reproduire une psychologie collective dont elles restent prisonnières. Et l'auteur précise, ces sociologies et ces philosophies méconnaissent en effet que les valeurs de l'interdépendance doivent être et sont de fait subordonnées pour qu'une société individualiste, dont les valeurs suprêmes sont la liberté et l'égalité, puisse exister. Elles sont aveugles à cet indispensable aspect hiérarchique des sociétés démocratiques et ont donc tendance à ne percevoir que la déliaison sociale. Donc il y a bien ici une critique sociologique du mythe de l'effondrement de la société, mais cette critique se veut, je dirais, purement épistémique. Au mythe, il est reproché de méconnaître la dimension hiérarchique propre à toute société individualiste, cette dimension en vertu de laquelle les valeurs de l'interdépendance, dans ce type de société, si elles n'ont pas disparu, occupent en revanche une position subordonnée par rapport à celle de la liberté et de l'égalité. Là encore, je passe pour arriver à ce que je veux dire finalement. Mais lorsqu'on est rentré dans cette critique, disons, épistémique, est-ce que cela ne veut pas dire que la sociologie, en réalité, est rentrée, fût-ce à son corps défendant, dans un rapport conflictuel avec les pensées réactionnaires et libérales? Cela ne veut-il pas dire, en outre, qu'elle a affirmé, en entrant dans ce conflit, la possibilité de développer un rapport non mythique à la société individualiste? Et cette affirmation ne revient-elle pas dès lors à affirmer également le caractère non inexorable des mythes réactionnaires et libéraux à propos de cette même société? En cela, ne peut-on pas dire que la sociologie a produit ici un effet politique, je dirais, intrinsèque? Alors moi, je l'ai dit, je considère pour ma part que cet effet politique intrinsèque de la sociologie est réel, et j'ajoute même qu'il est de type socialiste. Sans nul doute, sociologie et socialisme sont deux choses différentes. Je ne peux pas développer sur ce point, mais il est fondamental. Et d'ailleurs, je note aussi que sous la plume d'Alain Ehrenberg, ce rapprochement entre sociologie et socialisme apparaît. Je donne un seul exemple, en citant un passage du culte de la performance. La possibilité d'être responsable réside moins dans une injonction que dans les procédures, les formations, les relais institutionnels que l'entreprise est susceptible de fournir à chacun. Quand ils sont absents ou mal organisés, la tâche de l'individu devient écrasante, car il supporte tout le poids des responsabilités assurées auparavant par la hiérarchie, sans avoir les moyens d'y répondre. Eh bien ici, il n'y a ni mythe réactionnaire consistant à affirmer que la suppression de la hiérarchie a conduit à la souffrance psychique du travailleur, ni mythe libéral consistant à affirmer qu'il suffit aux travailleurs de vouloir être autonomes pour y parvenir, mais il y a compréhension sociologique des effets du manque d'une morale de la solidarité organique sur la détresse
des travailleurs, sur l'anomie des travailleurs, pourrait-on dire. Et il y a esquisse, à mon sens, d'une politique socialiste pour y remédier. Voilà, donc pour finir, je reviens quand même, pour reboucler avec cette question de l'évolution morphologique. Je suis vraiment à ma dernière page. Pourquoi c'est important, je termine là-dessus. Pourquoi c'est important de prendre en considération l'évolution morphologique? Je l'ai dit, parce que cela permet de rendre explicable et prévisible l'adhésion croissante des membres de nos sociétés aux idéaux individualistes, ce qui nous indique qu'il a existé jusqu'à présent un certain sens de l'histoire qui a conduit, selon une certaine nécessité sociale, c'est-à-dire de manière non arbitraire, au développement d'individualisme normatif, ce qui permet aussi de prévoir que si demain la division du travail s'accroît, une certaine évolution des mœurs allant dans le sens d'un accroissement, un nouvel accroissement d'individualisme normatif a des chances de s'en suivre, d'une manière, ici encore, qui obéit à une certaine nécessité sociale, qui n'est pas arbitraire. Eh bien, cette donc, évolution morphologique nous permet de considérer l'histoire à laquelle nous prenons part autrement que sous l'aspect d'une suite d'événements contingents, mais aussi autrement que sous la forme d'un mythe. Et donc, quand on arrive à ce point-là, il me semble qu'on comprend pourquoi les sociétés individualistes ont besoin d'une compréhension sociologique d'elles-mêmes et pas simplement d'une compréhension mythologique. C'est que cette compréhension leur est nécessaire pour parvenir à être à la hauteur des idéaux qu'elles professent. Et du coup, nous savons pourquoi les sociétés individualistes ont plus de chances d'être à la hauteur des idéaux qu'elles professent si elles adoptent la conception socialiste des valeurs selon laquelle les valeurs d'interdépendance ne doivent pas disparaître, mais elles doivent être en revanche subordonnées à celles de liberté et d'égalité. Eh bien, la raison, c'est que cet ordonnancement est tout simplement celui qui convient aux sociétés individualistes. Merci infiniment. Nous avons quand même le temps pour un peu de discussion. Il me semble que c'est important. Enfin, ta présentation va prolonger la discussion qu'on a commencé à avoir hier, peut-être en la déplaçant sur un terrain plus politique. Peut-être c'est là-dessus que la discussion pourra prendre. Je vois qu'Alain oui. réagir déjà. Je voudrais juste une ou deux remarques. D'abord, je me suis très bien reconnu dans le portrait que tu as tracé. Notamment, j'accepte ce que tu fais apparaître comme, disons, des limites, comme je ne m'intéresse pas à l'explication, je ne cherche pas à construire une théorie sociologique de l'histoire. J'accepte aussi tout à fait l'idée qu'il y a différentes facettes, un kaléidoscope qui serait plus à affiner. Alors, je ne sais pas si l'explication est nécessaire, ça on peut en discuter. Alors, juste un point de détail. En fait, le culte de la performance n'est pas durkheimien, il n'est ni durkheimien ni non durkheimien, tout simplement parce que à l'époque j'étais totalement inculte en sociologie et que j'ai fait des études de sociologie à Nanterre avec une thèse, etc., mais dans un cadre où on n'enseignait pas la sociologie. Donc j'ai plutôt suivi des intuitions et l'idée de mythe, en fait, me venait des mythologies de Roland Barthes. Et au lieu de faire des petits chapitres, j'ai voulu faire des sortes de descriptions, des peintures. L'idée aussi, mon idée, c'est que le sociologue, par rapport aux pensées critiques que tu as évoquées, est un peintre de la vie moderne. Je reprends explicitement la formulation baudelairienne que Vincent, derrière, n'a pas mis en avant, notamment dans Philosophie par Grottan. Et je suis passé... en devenant progressivement cultivé en sociologie, à l'idée de mythe, de la notion de mythe, à la notion de représentation collective. Voilà. Et oui, l'individu quelconque. En fait, en préparant le culte de la performance, j'avais lu le livre de Pierre Pachet, Le Premier Venu, sur la politique baudelairienne, et je me suis dit, mais c'est ça mon sujet. C'est le premier venu, l'individu quelconque. Bon. Il y a d'autres éléments, mais je vais m'arrêter là. Je peux réagir ou... Non, juste, merci pour ces précisions. Deux petites réactions. Je dirais, pour moi, le culte de la performance, moi j'adore ce livre, je tiens à le dire. Et je dirais, il est intuitivement durkheimien, on pourrait dire. C'est-à-dire que, même sans se référer, et c'est vrai qu'il y a très peu de références à Durkheim, il y a déjà la position holiste et ça change tout.
Et bon, alors après, dans La Société du Malaise, qui est le second ouvrage que j'ai choisi de commenter, là, c'est beaucoup plus clair. On voit, je pense, l'influence aussi du séminaire de Vincent. Voilà. La deuxième chose que je veux dire, donc tu confirmes un peu ce que je disais, c'est-à-dire, je pense que quand tu dis que le sociologue est le peintre de la vie moderne, pour moi, c'est pas la conception du tout de Durkheim, qui lui arrime la sociologie non pas aux arts, mais à la science. Et donc pour lui, l'importance, tout ça, c'est pour en arriver à trois choses, à mon avis, de son point de vue: l'explication, la prédiction, la prédictivité, ce qui est un domaine qui a complètement été lâché par la sociologie, et la critique. Et une critique fondée sociologiquement. Voilà, c'est ça le but. Donc, la description, la compréhension des logiques, et on retrouve à mon sens d'ailleurs la même articulation chez Weber, puisque chez Weber, c'est comprendre pour expliquer. Le but, c'est expliquer, c'est pas comprendre. Comprendre, c'est le moyen. Donc, la sociologie, donc là, on est devant une question qu'il faut se poser collectivement, je trouve, en sociologie. C'est comment on va reconquérir le moment explicatif, prédictif, critique, avec tous les apports qu'on a observé depuis 40 ans, je dirais, sur ce que moi j'appelle les tâches premières, c'est-à-dire la description et la compréhension. Je pense qu'on peut dire que la sociologie individualiste, elle a beaucoup de défauts. Elle a quand même mis l'accent beaucoup plus sur la description de l'action en situation, des choses comme ça. On a beaucoup progressé dans la description et dans la compréhension des logiques. Mais souvent, on s'en est tenu là. Moi, je pense qu'il est temps de relancer le projet sociologique total, je dirais. Voilà. Pas totalitaire, total. Parce que pourquoi ? Parce que c'est pour des raisons politiques. C'est que lorsqu'on n'a pas l'explication et la prévision, on est moins armé pour la critique. Ça, moi, j'en suis persuadé, puisque à ce moment-là, les normes depuis lesquelles on critique ont un aspect arbitraire, en fait. Voilà l'enjeu, c'est ça l'enjeu pour moi. Alors, moi, je voulais rebondir sur 3 points, mais hyper rapides et sous-jacents, qui sont à la fois des questions à Cyril, si d'aventure il souhaite expliciter des points, mais aussi évidemment à Alain Ehrenberg. Le premier point, c'est évidemment la place de la critique ordinaire dans la sociologie d'Alain Ehrenberg. Quelle place est faite, au fond, à la conflictualité inhérente au travail d'idéation collective ? Est-ce que les idéaux simplement comme arrière-plan ou comme enjeu d'une conflictualité ? De façon sous-jacente, quels sont les acteurs, au fond, primus inter pares de cette conflictualité ? Je veux dire, quelle place, cette fois, la sociologie d'Alain Ehrenberg fait-elle au rapport agonistique et collaboratif des groupes réels ? On en a parlé hier, c'est-à-dire des groupes comme Totalité Partielle et Acteurs Historiques. Et enfin, et là c'est plutôt une explicitation pour Cyril Lemieux, dans quelle mesure il est essentiel de reconnaître une part causale à la division du travail pour s'autoriser à correctement faire le départ parmi les aspirations contrariées entre aspirations au fond normales et aspirations pathologiques. Bon, je ne sais pas. Non, je pense que les deux premières, c'est plutôt à Alain de répondre, mais je peux dire sur la critique ordinaire, c'est un peu le sens. Réintroduire la conception mannheimienne de l'idéologie, pour moi, c'est l'enjeu de montrer que, du point de vue du Montien, et c'est vrai, enfin moi je souscris complètement, nous sommes dans l'idéologie individualiste. Tout le monde l'est dans la société, c'est très important, comme je le disais. Il n'y a pas de groupe qui ne le soit pas. Il n'y a pas de groupe archaïque, entre guillemets. Mais tout le monde l'est à sa manière, avec ses ressources, avec sa culture, avec ses intérêts pratiques. Donc, ok, mais à l'intérieur de cette société individualiste, à mon avis, et c'est un peu j'ai écrit avec Bruno Carcentier un livre qui défendait cette idée en reprenant Mannheim, et en la poussant que il y a 3 grandes idéologies dans la société, mais qui correspondent, qui ont un ancrage social dans des groupes. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais dans la structure sociale, si on veut, de nos sociétés. Et c'est pas uniquement la question de la classe, là, c'est plus compliqué. Mais en gros, pensée réactionnaire, libéralisme, ou plutôt dans l'ordre, libéralisme, pensée réactionnaire, socialisme, c'est des composantes des sociétés modernes qui en font le soubassement de la dynamique conflictuelle. Ce sont des versions, si on veut, de l'idéal individualiste. Et
et qui vont mettre l'accent, et là on rejoint, je pense, ce que Alain avait en tête dans ses travaux aussi, chacune de ces idéologies n'est pas fausse, une idéologie n'est pas fausse en fait. Elle exagère un aspect de la société. La pensée réactionnaire a raison sans doute de montrer qu'il y a des souffrances psychiques. Voilà. Donc, où le libéral a sans doute raison de dire que nous sommes libérés de certains interdits, tout ça. Mais l'idée, c'est que c'est dans le socialisme, parce qu'il a un rapport particulier avec la sociologie, que se retrouve, là, je vais reprendre des termes, la vision la moins mythologique de la société, la vision donc la plus sociologique. Et tout le problème du socialisme, c'est qu'il reste très mythologique. Ils ont le socialisme réel, comme on dirait, les acteurs politiques ont du mal en fait à être complètement sociologues. Mais plus le socialisme s'appuie sur une vision non mythologique et donc sociologique de la société, effectivement, et c'est pour ça que en gros, l'idée, c'est que si on croit à la sociologie, on doit... voilà. Mais pour répondre à la question sur à quoi ça sert ou pourquoi c'est important de faire revenir la question de la morphologie, c'est pour sortir de l'arbitraire. C'est-à-dire pour montrer que si nous adhérons tous à l'individualisme normatif, c'est pas notre choix. Et que c'est pas non plus une contrainte, d'ailleurs. Enfin, c'est autre chose qu'un choix ou une contrainte. C'est le résultat d'un processus d'accroissement de la division du travail. Et d'avoir cette causalité en tête, moi je pense que ça a cet intérêt-là de réintroduire des notions complètement critiquées à juste titre, comme celle de sens de l'histoire, mais il faut bien s'entendre sur ce qu'on va appeler sens de l'histoire, hein, c'est dans des termes proprement sociologiques. La question de la prédiction est très importante pour faire de la politique, et la question de la critique elle-même, c'est-à-dire... Nous sommes tous à critiquer des atteintes aux droits subjectifs. Mais pourquoi le faisons-nous ? Eh bien, là, on peut dire, quand on a la morphologie en tête, on peut dire que c'est parce que la société est organisée de telle manière que c'est cela qu'elle demande. Par exemple, dans le texte de Durkheim sur l'affaire Dreyfus, il dit la société d'aujourd'hui, la sienne, elle ne peut pas elle n'a pas besoin, enfin, elle ne peut plus se reconnaître dans l'attitude qu'a l'armée française. Ça ne convient plus. Donc, c'est une attente, c'est une nécessité, une contrainte qui vient de l'évolution de la structure, de la morphologie. C'est, autrement dit, pour répondre à la question, sortir de l'arbitraire, de la critique, devenir plus réflexif sur les fondements sociaux de nos positions critiques. Et savoir aussi quelle est la juste critique, j'allais dire. C'est-à-dire sortir justement de la pensée mythologique. Là, je reprends à dessein le vocabulaire de la mythologie. Alain, tu veux dire un mot ? Oui, à Johan. Oui, sur la conflictualité, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je prends les représentations collectives plutôt comme un arrière-plan. Et je ne me suis pas intéressé à leur fabrication conflictuelle qui nécessiterait aussi de faire une analyse des groupes réels, des classes sociales, etc. Sinon, par rapport à la question d'accroissement de la division du travail, moi je me suis intéressé au changement dans les formes de la division du travail, notamment dans le culte de la performance. Merci Alain. Je propose qu'on arrête là pour cette première intervention.